Multipotentiel. Bah oui, et oui, oui, tout à fait. Je m'intéresse à tout. Je suis une curieuse, insatiable. Je passe mon temps à apprendre. Voilà, tout est passionnant. Je sais pas faire les choses autrement, de toute façon. Et quand est-ce que j'ai découvert? Moi, très très tôt. J'ai j'ai une maman qui travaillait dans le métier de la mode et à 2 ans et demi, elle s'est rendue compte que j'avais un truc avec les couleurs, que je faisais des associations de couleurs qui étaient incroyables. Et donc elle a montré mes dessins à des coloristes et elle s'est rendue compte qu'effectivement j'avais un truc. Donc j'ai été poussée artistiquement depuis ma plus tendre enfance. Donc j'ai touché à plein de choses. C'est aussi ça qui a développé le goût du challenge, de tester des nouvelles choses, de créer. Voilà, j'ai été éduquée comme ça tout le temps et puis j'ai un métier artistique. Donc il y a une cohérence dans tout ça et je travaille dans un métier qui a un rapport avec la couleur. C'était pas un hasard d'ailleurs que je choisisse ce type de métier. Et donc oui, multipotentiel, oui, 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 1000 fois. Mais il a fallu que j'aille faire un petit Google pour voir la définition de multipotentiel. Donc, la raison est simple, non, parce que je savais même pas c'était quoi. Eh ben, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que très jeune, j'avais envie de faire plein de choses, que je partais un peu dans tous les sens, et d'ailleurs, je continue de faire ça. Et que mon cerveau, il est en arborescence, donc il est vrai. Donc, est-ce que c'est ça, être multipotentiel? J'en ai aucune idée, je pourrais même pas répondre à cette question. Est-ce que c'est ça, être atypique? On est tous un peu atypiques d'une certaine manière, mais il est vrai qu'on a d'autres façons de réfléchir. Ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de femmes qui sont dans cet état d'esprit, en tout cas les femmes que je rencontre, parce que je suis dans un mouvement de psychologie, de pédagogie positive, et des personnes que je rencontre, que je forme, mais pas que, mais personnes qui ont été formées avec moi, sont beaucoup dans cette dimension-là de multipotentiel. Alors je ne sais pas si ça veut dire qu'on est atypique, je ne sais pas euh, si c'est lié aux femmes ou aux hommes, c'est difficile à dire. J'ai plus rencontré de femmes qui sont qui sont considérés comme multipotentiels, mais il y a des hommes aussi qui le sont. Et comme je les côtoie un peu moins, en tout cas dans le milieu professionnel, quand dans l'éducation notamment que je me suis formée, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont là, hein, ils sont dans d'autres carrières. Voilà, bon, c'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas de réponse très très précise là-dessus, mais il y a certainement des études qui montrent tout ça. Est-ce que je me considère multipotentiel? Mais multipotentiel dans le sens où tout m'intéresse, où j'aime avoir des défis qui soient très variés. Que ce soit en activité sportive, je me suis remise à la voile quand j'avais 45 ans. Je veux me lancer dans les podcasts, j'ai voyagé, je suis allée aux Philippines, au Guatemala, à Bali. Tout m'intéresse et en ce moment je me retiens beaucoup de ne pas faire d'autres formations pour apprendre encore. Oui, complètement. Je pense d'ailleurs qu'on a tous plutôt ça en nous. Depuis combien de temps c'est rigolo cette question parce que j'ai eu une période, par exemple, où on me reprochait beaucoup d'avoir des rôles différents. Je me souviens d'une amie qui travaillait avec moi, une collègue qui était amie et qui me disait mais alors le jour où tu auras lâché tes rôles, Sylvie, ce sera vraiment toi. Et je me souviens que je m'étais dit mais cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, je crois en fait qu'on a plusieurs arcs, plusieurs cordes à son arc et que la vie, pour moi, c'est un peu de s'accomplir, donc de réaliser un maximum de ses potentiels. Et ben, c'est un sacré challenge, quoi. Donc oui, je crois que je suis multipotentielle et je trouve ça très bien. Comment te sens-tu quand tu entends d'autres femmes dire qu'elles sont multipotentielles? Bah, très très bien, en fait. En fait, la femme est multipotentielle, quoi. Est-ce que je suis une multipotentielle? Je sais pas. Je sais pas. Probablement une multipotentielle réfrénée. Je sais faire beaucoup de choses. J'ai vraiment plein de capacités différentes. Je les ai pas toutes exploitées parce que ça m'intéressait moins ou parce que j'avais pas le temps.
Mais oui, c'est sûr que, il y a plein de choses que j'aime faire. Je suis formée en diététique, mais je suis assez geek sur les bords et donc tout ce qui est informatique, logiciel, enfin bon bref, voilà, tout ça m'amuse beaucoup. D'être sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, d'enregistrer des podcasts, voilà, ça m'amuse énormément. Je sais pas si c'est une vraie définition d'une multipotentielle. Ouais, j'ai encore d'autres talents, peut-être que je réserve plus pour la sphère privée. Et voilà, donc je suis peut-être pas une réelle multipotentielle, mais en tout cas, j'ai plein de talents et d'intérêts différents. Est-ce que je suis multipotentielle? Non, je ne crois pas. Je pense que quand on aime beaucoup de choses, on peut les réaliser, les faire. Il suffit de bien organiser son temps. Je pense que c'est accessible à tous là, d'avoir plusieurs potentiels qu'on peut développer. C'est pas le terme que je connaissais ou que j'aurais utilisé, mais c'est clair que j'ai un parcours complètement atypique qui, des fois, me gênait parce que je suis multi-intérêt. Et avec le temps, je me rends compte que c'est ma force. Et j'ai toujours eu en trame de fond le Qigong. Le Qigong, c'est une technique d'art martial interne que j'ai découvert, j'avais 20 ans. Et tout de suite, j'ai su que c'était pour changer ma vie. J'ai souvent dit à la blague que je l'enseigne depuis à peu près 25 ans, que ça a sauvé ma vie. Puis après ça, je rajoute peut-être celle des gens autour de moi. Ça m'a aidé au niveau concentration. C'est un exercice. Ça ressemble un peu au tai chi visuellement, au yoga, mais c'est comme un art martial interne parce qu'on mêle concentration, intention, visualisation, respiration et coordination des mouvements. Je pourrais faire une entrevue que là-dessus, mais bon, je vais pas élaborer. Mais moi, ça m'aide à être mieux dans mon corps, à être plus à l'écoute, à être plus alerte au niveau de mes sens. Euh, et ça calme. Quand on parle de la pleine conscience et tout ça, ben ça en est parce que c'est quelque chose qui t'appelle ici maintenant. Puis moi, je suis quand même, j'ai découvert avec le temps, probablement que je suis un peu hyperactive ou TDAH. Pourtant, je suis pas capable de beaucoup me concentrer, mais probablement c'était ce qui a fait que ça a comme peut-être diminué d'autres choses. Mais ça me permet d'être focus. Oups, un intrus. Je sais pas c'est quel genre de musique, je vais pas trop m'attarder. Fait que voilà, pour le Qigong. Euh, Ça permet d'être ici maintenant, puis ça l'apaise beaucoup le mental. Je suis ultra multipotentielle. Euh, Ça, c'est officiel. Clairement, c'est ça. Ça serait plus long de dire ce que j'ai pas fait professionnellement dans la vie ou même côté hobby que ce que j'ai fait, je pense. J'ai vraiment touché à tous les domaines, mais je me suis rendu compte, en fait, j'ai découvert que j'étais multipotentielle il y a seulement quelques mois, là, je dirais il y a environ 6 mois, parce que je connaissais pas ça. Euh, Ce que je savais, c'est que j'aimais plein de choses. Puis que souvent, on me disait, ah, ben, tu sais, Marie-Ève, comment ça se fait que toi, tu sais, t'aimes ça faire telle affaire, t'aimes ça faire telle affaire, tu sais, t'as pas de carrière en soi, tu te promènes d'un bord puis de l'autre, t'essayes un paquet d'affaires, t'es jamais satisfaite, tu sais, à chaque fois que tu changes de domaine de carrière, tu changes comme, tu sais, tu vas de A à Z, là, tu sais, c'est pas comme genre, tu restes dans le même domaine ou, tu sais, tu fais quelque chose qui est similaire ou connexe. En règle générale, quand je change de domaine, c'est comme complètement. Euh, fait que ouais, mais c'est ça. Puis ce que j'ai trouvé cool quand j'ai découvert ça, par exemple, que it was a thing, comme on existait, c'était quelque chose qui était commun, que j'étais pas la seule dans cette situation-là, parce que, tu sais, quand on voit des personnes qui sont pas multipotentielles, qui ont une carrière, puis qui font comme j'ai, tu sais, ma meilleure amie, elle a une carrière, elle s'est développée, elle est allée à l'université, puis elle fait que ça depuis, tu sais, une dizaine d'années, puis ben moi, je me voyais pas faire ça, tu comprends? À chaque fois, j'étais comme, ben voyons donc, moi, j'ai pas ça. Moi, je serais pas capable, je me verrais pas faire la même chose toute ma vie. Euh, Fait que c'est sûr que ça l'a amené comme une espèce de bombe quand je me suis rendu compte que, hey, attends, ça existe, comme je suis pas la seule dans cette. Il y a un nom pour ça, on a une étiquette. Malgré que j'aime pas les étiquettes, mais en même temps, ça fait en sorte qu'on est capable de se reconnaître. On a un sentiment d'appartenance qui est développé grâce à ça. Donc, je pense qu'en quelque part, d'être capable de se rattacher à dire comme, you know what, je suis multipotentielle, je suis multipassionnée, c'est normal pour moi de pas vouloir faire la même chose toute ma vie et de vouloir essayer plein de choses. Donc, ouais, ça a été vraiment... quand j'ai découvert
c'était quoi une multipotentielle et que ça existait, ça a été une méga révélation dans ma vie. Comment et oui, je pense que j'ai découvert ici pendant la pandémie parce que j'étais ici au Mexique pendant 4 mois, puis pour vrai, c'est un petit village, fait qu'il y a pas grand-chose. Puis je pouvais pas rien faire, là. Fait que j'ai commencé à faire des lives pour le travail, pour le qigong, à activer, à alimenter mes réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment pas du tout mon genre. Mais là, j'ai trouvé une fonction. Fait que je pense que c'est là que j'ai découvert que j'étais probablement un peu TDAH. J'ai jamais fait de diagnostic, mais si je regarde des choses, ça pourrait correspondre. Mais c'est juste pareil. J'étais une fausse zen. Et comment est-ce que je me sens quand j'entends d'autres femmes dire qu'elles sont multipotentielles? Ben, j'ai jamais entendu de femmes dire ça parce que si je l'avais entendu, je saurais c'était quoi ou j'aurais su c'était quoi. Et peut-être que ça revient à ce que je parlais tantôt. Même les femmes qui sont peut-être multipotentielles ne se font pas la promotion du fait qu'elles sont multipotentielles parce qu'elles sont des femmes. Et c'est pas ce genre de choses-là qu'elles font, c'est de se promouvoir et de faire connaître leurs douances, leurs talents, leurs forces. Les autres femmes multifonctions, multipotentielles, ben, je pense que pour moi, avec le temps, ce que je comprends, c'est que c'est une grande force. Il faut juste apprendre à la canaliser. Mais oui, ça peut être très étourdissant pour m'être beaucoup étourdie, moi aussi, quand il y a une pulsion qui monte, dire, OK, je vais par là, je vais par là. Donc, c'est là que pour moi, le Qigong a été vraiment un outil précieux de me recentrer. Puis j'y arrive pas toujours, mais je dirais de mieux en mieux. C'est bien parce que ça aide. Comme on est dans la journée de la femme, moi, la solidarité féminine, et pour moi, c'est d'abord être conscient ou bien est-ce que je suis conscient qu'il y a d'autres femmes qui sont différentes de moi autour de moi? Et est-ce que je suis conscient que il y a les femmes de différentes générations, de différentes cultures, de différents statuts sociaux, de différentes éducations, et il y a des femmes qui sont moins privilégiées que moi, qui sont plus privilégiées. Et comment est-ce que cette intersection, j'arrive à les intégrer? Et qu'est-ce que je fais quand moi, je suis dans une position de leadership et qu'il y a d'autres femmes qui ne sont pas dans ces positions, qui n'ont pas autant de privilèges que moi? Qu'est-ce que je fais concrètement pour la cause de ces femmes? Ou bien est-ce que j'ai tendance, quand je parle de femmes, quand je vois femmes, je vois ça me renvoie encore à mon image, donc, ou à l'image de celles qui me ressemblent, celles qui sont dans ma position. Je suis de la génération X, génération perdue, no future, mais je me suis quand même trouvé un chemin à travers tout ça. Je suis de la génération X, au tout début de la génération, au fait. Puis j'ai des très belles amitiés dans le groupe des boomers. J'ai un ami de 81 ans à qui je parle régulièrement. J'ai des milléniaux, puis mon fils est un Gen Z. Alors j'ai du monde, mais tu parles femme, mais oui, femme dans toutes ces catégories-là, oui, et ça l'enrichit ma vie, c'est clair. Parce que oui, il y a des grandes différences au niveau de nos croyances, de nos valeurs, de nos besoins. Puis c'est d'avoir cette diversité-là dans mon groupe social qui enrichit et informe mes points de vue et mon évolution. C'est-à-dire, moi je suis de la génération, je suis née en 70, dans les années 70. Donc je suis cette génération qui a grandi avec la crise, la première crise des chocs pétroliers. On dit que c'est la crise aujourd'hui, mais la crise existe depuis longtemps en fait, hein, avec les premiers chocs. Donc moi j'ai toujours connu le discours c'est la crise, il faut travailler, il faut avoir un diplôme surtout pour trouver du boulot. Et donc c'est ce que j'ai fait, etc. Et c'est en fait un mode de fonctionnement qui est complètement caduque. Donc moi je suis de cette génération-là. La génération aujourd'hui, ils sont plus du tout dans ce délire-là. C'est-à-dire que même eux, le diplôme,
ils ont laissé tomber l'affaire, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis de cette génération-là. J'ai fait des études longues. J'ai un diplôme qui est assez reconnu et plutôt élitiste, en fait. Et j'ai complètement changé de voie quand j'ai eu 28 ans. Par là, j'ai dit, maintenant, ça suffit, je vais faire ce que j'aime. Voilà. Je suis de la génération des milléniaux. En fait, je suis vraiment comme sur la ligne entre les milléniaux et la génération X. Et je fréquente des femmes d'autres générations. J'ai ma mère qui fait partie des baby boomers. Es-tu dans les baby boomers? Je suis pas certaine. Peut-être que non. Peut-être la génération juste après. Sinon, ben oui, j'ai mes deux sœurs qui font partie de la génération Z, donc après les milléniaux, qui sont plus jeunes que moi. J'ai ma belle-fille qui a 15 ans, j'ai ma fille qui a 11 ans. Donc oui, je fréquente des femmes de d'autres générations et je trouve ça toujours très riche, très impressionnant de voir les différences au niveau croyance, au niveau tolérance aussi des débats de société, de toutes les... de tout ce qui se passe, là, tu sais, il y a tellement de choses qui bougent dans la société au niveau justement, des opinions, au niveau des lois sociales, des lois non écrites, comment est-ce que les gens, de la perception des gens face aux autres personnes et à leur identité aussi. Donc, je trouve ça toujours très intéressant d'avoir des discours sur c'est quoi ta perception à toi de tel débat sociétal? C'est quoi ta perception à toi des relations de couple? De comment est-ce que tu vois les relations? Comment est-ce que les autres personnes, les autres générations vivent la relation avec soi aussi? Donc, l'ouverture au niveau des croyances, au niveau des débats de société et tout. Donc, je trouve ça toujours très intéressant d'avoir des contacts avec des femmes qui sont dans d'autres générations que la mienne. Alors j'ai 54 ans et je n'ai pas de problème avec l'âge, dans le sens où l'âge ce n'est qu'un chiffre, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Bon, après c'est aussi l'âge de mes artères, on peut dire ça comme ça. Mais j'ai beaucoup de contacts, soit en amitié ou professionnel, avec des femmes beaucoup plus jeunes. Et j'ai des amis d'ailleurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi, ou des amis qui sont plus âgés. Ça n'a pas d'importance en fait, on trouve... c'est la personne en elle-même. Alors évidemment, on n'a pas évolué de la même manière, mais ça ne veut pas dire qu'on a plus évolué parce qu'on est plus âgé. Parfois, il y a des personnes qui évoluent plus vite que d'autres, qui sont éveillées plus tôt. Donc ce qui est intéressant, c'est en tout cas d'être connectés les unes avec les autres, quel que soit finalement notre âge, quelles que soient nos origines et quels que soient même nos métiers ou notre condition sociale. J'aime beaucoup en fait cette idée d'être relié comme ça avec des personnalités différentes. Ça me nourrit beaucoup, ça m'enrichit, j'apprends plein de choses des autres, que ce soit des plus jeunes ou des plus âgés, et donc c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur d'avoir la chance d'être dans un environnement où on peut connaître toutes sortes de femmes de tout âge. J'aurai 59 ans à la fin de l'année. Et oui, je fréquente beaucoup de générations différentes. Ça ne me pose aucun souci. Là, j'ai pas un critère qui m'intéresse, à vrai dire. Je pense pas qu'on puisse juger les gens ni dans un sens ni dans un autre, ni parce qu'ils sont plus vieux, ni parce qu'ils sont plus jeunes. Voilà, les échanges sont riches, quel que soit l'âge des gens. C'est plutôt les gens qui font que les échanges sont riches ou pas. Et donc, c'est pas un critère qui m'intéresse vraiment. Là, j'ai pas de problème à communiquer avec quel que soit. C'est juste de la communication, de toute façon. Je suis de la génération à la fin des années 50. Et j'aime bien fréquenter des femmes plus jeunes parce que j'aime être avec des personnes qui ont des projets, qui ont des envies, qui ont des défis. Quand on me dit, oui, tu sais, c'est bien de faire du sudoku parce que ça fait travailler la mémoire, moi ça me fait rire parce que j'ai envie de découvrir tellement de choses, de lire en anglais, ce qui est difficile pour moi, mais j'arrive à le faire. Voilà, c'est des défis, c'est des challenges et j'adore faire ça. Je suis de la génération, je sais pas comment on les appelle
En fait, je confonds toujours les générations. Moi, je suis plutôt génération années 80. Je suis née une année avant. Et, euh, et voilà, donc je suis une génération très télé. J'ai été élevée beaucoup devant la télé, dessins animés. Et je fréquente des femmes d'autres générations. J'ai quelques amis plus âgés, ouais. Voilà, plutôt en général des femmes plus âgées que plus jeunes. C'est quelque chose qui m'a manqué et qui me manque toujours, en fait, dans mon éducation, de, de pouvoir échanger très librement avec des femmes d'autres générations. J'avais mes grands-mères, évidemment, mais c'est une relation particulière avec sa grand-mère, c'est pas une copine. Et jeune adulte, je n'avais pas d'amis plus âgés ou d'autres générations. Donc c'était vraiment plutôt des relations comme de grand-mère à petite fille. Donc par exemple dans les familles de mon mari à l'époque, voilà, je m'entendais bien avec la grand-mère, mais c'était la même relation, donc c'était pas une relation d'amitié. Et c'est quelque chose qui m'aurait plu à développer plus jeune. Je trouve que c'est très très enrichissant de voir le vécu d'autres générations et de pouvoir échanger, mais aussi avec des générations plus jeunes, hein, de voir comment elles perçoivent la vie aujourd'hui, les défis, les objectifs de vie, certaines difficultés, d'échanger voilà, différents points de vue de générations. Je trouve ça hyper intéressant entre femmes. Quelle génération? Je suis la génération X. Oui, j'ai toujours baigné dans des milieux de femmes. J'ai été accompagnante sage-femme. Donc, pour moi, les cercles de femmes, je me considère un peu une femme médecine, la guérison. J'ai accouché à la maison. Je suis un autodidacte dans beaucoup de choses et je continue à apprendre. J'ai des mentors qui m'ont guidée, qui m'ont amené à me faire confiance dans mon processus. Et présentement, des fois, je trouve que c'est fun parce que les jeunes femmes viennent vers moi. Et puis, je l'intègre aussi dans mes suivis, dans mon travail, toute cette approche-là, même si le milieu du travail social est comme peut-être plus encadré, ben, je peux ramener les femmes au cycle de leur lune, leur cycle de vie. Hein? Il y a plein de choses qu'on peut mettre ensemble. Moi, il y a un moment déterminant dans ma vie, bouleversant, qui a changé un peu ma façon de faire les affaires. C'est vraiment quand j'ai eu un épuisement professionnel. J'étais beaucoup avant ça dans le paraître, tu sais, de vouloir prendre ma place, d'avoir un certain statut dans le monde des affaires. Mais quand on vit un épuisement, ça nous invite à repenser les choses autrement. Puis, je trouve que le fait d'avoir eu cet épuisement-là, ça m'a permis de me recentrer, de mettre encore plus mes valeurs, mes causes en avant-plan et d'accepter justement que je ne pouvais pas rejoindre tout le monde. Donc, d'être encore plus moi-même, de continuer à faire ce que je fais, mais avec beaucoup plus de sens, beaucoup plus d'impact. Je voudrais que mon épuisement, en fait, m'a amené à faire le choix aussi de me faire opérer pour entendre grâce à un implant cochléaire parce que je suis sourde et j'entends grâce à ça. Donc, j'entends pas grâce à mes oreilles, mais vraiment grâce à la technologie. Tout cet incident-là, ça m'a appris à m'arrêter, même si je travaille encore beaucoup, mais d'apprendre plus conscience de l'importance de s'arrêter, l'importance d'être soi-même aussi en affaires, d'apporter beaucoup plus de valeur, si on peut dire, aux entrepreneurs qu'on accompagne. Moment déterminant, bouleversant de ma vie, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les enfants, ça fait que j'ai été enceinte, j'avais 21 ans au début. J'ai eu 3 enfants avec le même homme. C'est la deuxième question en général. Ça m'a amené à me grounder à ma force de femme. C'est là que j'ai vu qu'on avait beaucoup de choses qu'on avait oublié de transmettre, aussi au niveau de notre potentiel féminin. Donc, je m'en fais une gardienne. Et peut-être mon autre tournant fut un peu la pandémie. Mais il y en a plein, tu sais. Aussi, cette année, ma plus jeune défi a eu un grave accident qui l'handicape, puis c'est pas fini, on est complètement là-dedans. C'est ce qui m'a amené, moi, à prendre la décision de m'embarquer aussi, à développer mon podcast que je rêve depuis 4-5 ans. Alors,
Moment bouleversant, je dirais des fois, c'est les drames. Ouais, la plupart du temps, c'est quelque chose qui nous amène à dire: «Mais non, il faut trouver un sens». Quel a été un moment déterminant, bouleversant dans ta vie? Évidemment, le moment le plus bouleversant dans ma vie, c'est la journée que mon Frédéric s'est enlevé la vie. On l'a vu venir parce que Frédéric a vécu une dépression qui a duré pendant 9 des 20 années qu'il a été avec nous. Mon chum, mon mari et moi, on l'a accompagné à toutes les étapes. Il n'y a rien qu'on n'a pas essayé pour l'aider à s'en sortir. Mais je vais peut-être choquer des gens en disant ça, mais Fred, en tant que personne et tout le parcours de Fred ont été parmi les plus beaux et les plus gros cadeaux de la vie parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à Fred, c'est grâce à son parcours que j'ai évolué le plus. Puis c'est la raison pourquoi on vient sur la Terre, c'est pour grandir. Ça fait que je pense que je suis rendue pas mal grande. Puis pour ça, j'ai mon Fred à remercier, encore une fois. Merci, Fred. Un moment déterminant, bouleversant dans ma vie. Je crois que c'est quand j'ai vraiment choisi de monter une œuvre de chanson et de faire de la place à tout ça, puis de le faire à chaque jour avec passion. Je pense que du moment où j'ai décidé ça, j'étais heureuse, ça a été déterminant pour moi. Et bien sûr, quand j'ai commencé mes études en musique, ben ça va un peu ensemble, mais quand j'ai commencé mes études en musique, c'était la première fois que je me sentais si bien accueillie par des gens et comprise. Donc, j'ai fait mon DEC et mon baccalauréat en musique et c'était très déterminant pour moi. Ça m'a beaucoup aidé de sentir que j'étais acceptée. Moment bouleversant de ma vie. Ouf. Alors attention, il faut sortir les mouchoirs. Hein. Je pense que le moment le plus bouleversant de ma vie, c'était le moment où ma mère est morte. J'avais 17 ans. Et elle était malade, elle avait un cancer, mais on nous le cachait, enfin on ne nous cachait pas qu'elle était malade, mais à l'époque en tout cas, il y a bien longtemps, eh bien on ne nous avait pas dit, enfin j'imaginais pas à l'aube de mes 17 ans que ma mère pouvait mourir et qu'elle avait une maladie si grave, donc je ne m'étais pas forcément préparée, pas du tout même. Et le jour où elle est morte, eh bien on nous a appelés pour nous dire qu'il fallait aller à l'hôpital. Bon, et en fait, ce jour-là, j'étais chez mon petit ami de l'époque, chez ses parents. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Jamais je faisais ça. Il y a le téléphone qui sonne. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Il y avait 2 téléphones dans la maison. Je suis allée écouter la conversation. Et c'est ma grand-mère, donc la mère de ma mère, qui annonçait que ma mère allait mourir. Là, ça a été le moment le plus bouleversant de ma vie et le plus difficile. Ensuite, on est parti à l'hôpital. Et je me souviens toujours, ma sœur qui était chez nous, donc on est passé la chercher. Elle était chez elle, elle était en train tranquillement de se faire un brushing parce qu'elle n'imaginait même pas ce qui allait se passer. Et ça m'a vraiment bouleversée. Cette image-là, je l'oublierai jamais, jamais. De passer de l'insouciance et d'un seul coup, ben, voilà, le monde s'est effondré. Donc on est arrivé à l'hôpital et puis ma mère nous a attendus et elle est morte devant nous. Et bon, ben, je regarderai cette image de ma sœur, la conversation et finalement sa mort, son décès. Bon, c'est le drame de ma vie, un des drames de ma vie qui a fait que je suis la personne que je suis aussi aujourd'hui, hein, je pense. Mais bon, je m'en serais bien passée, je dois tout vous dire. Mais quand j'y pense encore aujourd'hui, ça me bouleverse. Et quel a été le moment déterminant, ce qui a le plus bouleversé ma vie? C'est lorsque je suis allée aux Philippines voir les guérisseurs philippins. Parce que je traversais une période de ma vie qui était difficile. Je ne savais plus comment trouver la solution à mon mal-être. Je n'étais pas malade, j'avais un mal-être. Et donc j'ai découvert les guérisseurs de la foi, ou ce qu'on appelle aussi les chirurgiens à main nue. Mais c'est surtout ce côté foi qui m'a intéressée.
c'est la Bible, juste la Bible. Et un jour, j'ai demandé à Alex Orbito, qui était un des plus grands guérisseurs, je lui ai dit, je voudrais être nommée révérende. C'était une des premières fois où j'ai osé dire ce que je souhaitais. De révérends sont venus pour m'apprendre à étudier la Bible et m'apprendre à prêcher. Donc j'ai appris à prêcher en anglais. Et ensuite, j'ai pu suivre la formation avec de la médiumnité, avec les soins. Et le jour qui a été le plus important pour moi, c'est le jour où j'ai été nommée révérende. Et donc là, j'étais avec une guérisseuse, puisqu'Alex Orbito était décédé, qui m'a dit, mais maintenant, tu es révérende, donc maintenant, c'est toi qui vas faire les soins. Et à la fin des messes, parce que ce sont des petites chapelles, 20 personnes sont venues pour se faire soigner. Et ça a été pour moi un grand, grand jour. Le moment le plus bouleversant dans ma vie, c'était quand j'étais à l'époque, j'étais en seconde, donc je devais avoir 16 ans. Et je suis partie en voyage humanitaire en Roumanie, c'était en 92, et c'était donc le plein régime de Ceausescu. J'étais dans une école jésuite avec un père jésuite donc, qui avait la bougeotte, comme beaucoup de jésuites, et qui nous avait donc embarqués, ceux qui étaient volontaires, dans un périple pour apporter des médicaments, de la nourriture et des jouets à Noël en Roumanie, dans des orphelinats. Et donc j'ai été témoin de toute la souffrance, la barbarie, la tristesse, la cruauté dans un orphelinat roumain, en fait. Ça a été très difficile pour moi et pour d'ailleurs tous les copains qui étaient avec moi. Et ils vivaient dans des conditions de vie vraiment terribles. Beaucoup d'enfants n'étaient même pas touchés du tout, approchés. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais ça m'a beaucoup marqué. Et ça a vraiment, ça a vraiment constitué mon arbre, en fait, j'ai envie de dire. Et c'est toujours aujourd'hui une question parce que je peux ressentir toujours, je me suis rendu compte de ça il y a peu de temps, que j'ai toujours une espèce de culpabilité à est-ce que j'ai droit, moi, au bonheur, entre guillemets, alors que j'ai pu voir cette chose-là. Donc ça suscite ça m'a toujours... ça m'a apporté des questions, des interrogations. Voilà, ça a toujours fait partie de mon parcours et c'est aussi probablement pour ça, peut-être, en tout cas, que les enfants sont aussi précieux et importants pour moi parce que ce que j'ai vu là, c'était juste pas humain, en fait. Un moment qui a été déterminant et bouleversant dans ma vie a été quand j'ai réalisé que j'étais dans une situation très toxique et puis que j'avais pas envie de vivre ça, j'avais plus envie de vivre ça. Je voulais de la légèreté dans ma vie. Je voulais vraiment, là, en fait, c'est la journée où est-ce que j'ai réalisé que je devais prendre responsabilité, prendre le contrôle de ma vie si je voulais être heureuse et que mon bonheur m'appartenait à 100%, que je ne pouvais pas demander aux autres. Les autres vont contribuer à mon bonheur, à mon arc-en-ciel de bonheur, mais qu'il y a vraiment juste moi qui est responsable à 100% de comment est-ce que je me sens, de comment est-ce que je réagis aux situations et aussi des choix que je prends dans la vie. Donc ça a été un gros moment déterminant pour moi. Un moment bouleversant, déterminant dans ma vie. Alors, il y en a eu plein, mais comme c'est là maintenant, aujourd'hui, que la question se pose, ce voyage à Bangkok, ouais. Ce voyage, c'est un voyage vers moi. Je suis venue m'isoler pour pouvoir travailler sur mon prochain livre, pour travailler aussi sur mon podcast. Et à travers ce chemin, je ne suis pas beaucoup sortie, à vrai dire. Je ne suis pas allée voir Bangkok encore. Je vais commencer, je suis à 5 jours de partir, là, 4 jours, 5 jours de partir. Et je vais aller visiter seulement maintenant, alors que je suis là depuis 2 mois. Et c'était un voyage vers moi, vers mon intériorité. Ouais, voilà, un voyage vers soi, c'est important. Je pense que dans le silence de nos vies, on peut trouver des espèces de parenthèses, je le verrais comme ça, qui font grandir, qui font se recentrer, se reconnecter sur son pourquoi, ses envies. Et puis, au travers de l'écriture, évidemment, alors c'est un livre sur mon métier, c'est pas un livre sur ma vie,
Mais comme je le partage à travers mon expérience de mon métier, de l'expérience de ma vie au final, parce que la vie professionnelle empiète beaucoup sur nos vies personnelles, ce voyage à Bangkok, c'est avant tout un chemin vers moi. C'était enrichissant. Voilà, gratitude. Un moment bouleversant dans ma vie, eh bien, il y a eu mon burn-out. Je crois que ça, c'est vraiment, c'est ce qui a, c'est ce qui m'a le plus marqué, en tout cas ces dernières années. Il y a eu beaucoup de choses, mais ça, c'est une épreuve qui remet beaucoup de choses en question. Voilà, son mode de fonctionnement, ses aspirations, ses envies et ses capacités. Et voilà, et c'est quelque chose qui reste, qui est jamais tout à fait parti et qui vient faire des petites piqûres de rappel quand on s'éloigne trop du chemin qui est juste pour nous. Voilà. Pour moi, la solidarité féminine, c'est de pouvoir regarder mes biais et de me dire comment est-ce que je m'éduque, je les enlève, je me déconditionne pour faire en sorte que vraiment, que quand je parle, que ça soit toutes les femmes qui bénéficient de toutes les avancées et du mouvement féministe. Et donc, et qu'est-ce que ça change aussi? Donc, quand j'ai cette posture, qu'est-ce que ça change dans mon rapport au monde? Qu'est-ce que j'apporte? Et qu'est-ce que ça me permet? Quelles sont les nouvelles actions que je peux faire et auxquelles je pense? Et quelles sont les communautés que j'approche parce que justement, je suis consciente de toute cette diversité qui m'entoure. Les enfants, à quel point c'est une affaire de société? Grosse question. Les enfants, à quel point c'est une affaire de société? Bon, pour moi, je me suis même pas posé la question si je voulais des enfants. C'est arrivé naturellement, j'étais amoureuse et j'avais juste envie d'avoir un enfant avec l'homme que j'aimais. J'en ai eu 3. Ben oui, c'est le devenir. Donc oui, c'est super important d'en prendre soin et de les aider à se construire, de les aider à se réaliser. Là, je pense que c'est le monde de demain, donc il n'y a pas plus important que les enfants. Et puis les enfants, c'est beau, il y a quelque chose de frais, d'innocent. Il y a un regard on ne devrait pas perdre notre regard d'enfant, parce qu'il y a un regard qui est plein d'imagination. Je crois que c'est ça qui me parle chez les enfants. Et puis leur joie, le fait que tout soit basé un peu sur le jeu aussi, je trouve que ça, on ne devrait jamais le perdre. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais je crois que les enfants, ce n'est pas tant une affaire de société. Je pense qu'il faut beaucoup d'amour, il faut bien des parents qui les éduquent du mieux qu'ils le peuvent. Et après ça, mais je pense que là, au niveau de la société, ben, il faut trouver une façon de leur offrir les meilleurs services pour qu'ils développent leur potentiel, justement, ces chers enfants. Les enfants, à quel point c'est une affaire de société? Euh, il faut un village, hein, le proverbe africain, tellement, tellement. C'est tellement fou au niveau tu sais, on a libéré la femme dans l'Amérique du Nord, mais moi, j'ai décidé, mes enfants, c'était la priorité pendant des années. Mais finalement, j'étais toute seule avec mes enfants, tu sais, à part des années, parce qu'on a parti l'école alternate, tu sais, quand j'étais impliquée, j'étais accompagnante sage-femme. J'avais un réseau d'entraide. Sinon, quand les enfants commençaient à être plus grands, on est seul avec nos enfants. Ouais, dans ce sens-là, je pense que c'est une affaire de société. Euh, nos enfants seraient beaucoup équilibrés et les parents aussi. Alors, les enfants, pour moi, c'est hyper important. À quel point c'est une affaire de société? Eh bien, je pense que c'est la société, c'est les enfants. Je pense et à mon sens, aujourd'hui, on les laisse un peu tomber. D'ailleurs, pendant le Covid, on les a carrément laissés tomber. On les a même accusés d'avoir été, d'avoir amené le malheur avec cette histoire de Covid, d'être les principaux responsables, vecteurs de transmission et je ne sais quelle autre connerie. Pour moi, les enfants sont très importants. Je pense qu'on doit prendre soin de nos jeunes pousses, que ce soit des enfants ou que ce soit des herbes, des arbres, peu importe. C'est un peu notre mission.
Voilà, donc ils sont souvent utilisés et manipulés effectivement par la société pour faire passer toutes sortes de choses très contestables. Donc voilà, protégeons-les d'abord dans l'intimité. Et c'est eux qui construiront, il ne faut pas l'oublier, c'est toujours eux qui construisent le monde d'aujourd'hui, quoi, hein, il n'y a pas de problème. Je pourrais te faire une dissertation puis examiner ta question en profondeur de façon intellectuelle, mais je pense qu'ici, le but, c'est d'avoir des perspectives personnelles. Alors, ce que je dirais, c'est que je crois que je ou nous sommes à l'épicentre de notre réalité et de nos choix, de nos décisions. Je dis ça parce que le terme société en est un qui nous dérobe de notre pouvoir personnel, je trouve. Ce qu'on appelle la société, c'est la moyenne des attitudes, des comportements, des croyances, des valeurs, des besoins, des blessures des individus qui la composent. Donc, pour moi, la société n'a pas de face. Donc, c'est un point de vue qui ne m'intéresse pas puis qui je trouve même pas pertinent du tout à la limite. Donc, en ramenant la décision à moi d'avoir des enfants, c'est quand même un choix que personne m'a imposé, peu importe si la société a influé mon point de vue. Et il y a eu un temps où est-ce que j'en voulais même pas. Puis quand j'ai rencontré le bon, eh bien, j'ai eu un revirement instantané, puis je me suis pas cassé la tête. Je suis allée de l'avant, je suis allée avec mon senti, puis j'en ai eu. Et je suis très heureuse d'avoir pris cette décision-là. Alors, est-ce que la société nous influence? C'est sûr, mais en bout de ligne, c'est à nous de prendre la décision et d'assumer notre souveraineté par rapport à ça. Et les enfants, à quel point c'est une affaire de société? Vaste sujet. Je me suis retrouvée maman solo entrepreneur pendant un moment. Et en Belgique, j'avoue que ça a été hyper galère parce que j'avais pas de réel relais pour garder mon fils quand je devais travailler. J'étais sollicitée pour des événements, des formations, voilà, qui avaient lieu le soir. Et souvent, je devais refuser parce que ça voulait dire de payer l'événement ou la sortie ou la chose comme ça, de payer en plus la babysitter, et donc ça me revenait vraiment cher. Ou quand il y avait des événements ou que j'avais des contrats pendant les congés scolaires, c'était assez compliqué pour moi de devoir le faire garder pour aller gagner ma vie. Et donc, je devais vraiment faire le ratio entre ce que j'allais gagner et ce que ça allait me coûter. Et souvent, malheureusement, ça n'en valait pas la peine. Et donc là, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire pour aider les femmes dans ce pays. Et surtout, les femmes, parfois, ou les hommes, mais c'est plus souvent les femmes qui sont solo, vraiment toutes seules, sans aide. Et là, vraiment, j'aurais bien aimé avoir une solution et que la société puisse y réfléchir et qu'on aide aussi les femmes et qu'on aide les femmes qui souhaitent garder leurs enfants et élever leurs enfants à la maison aussi. Donc je pense que c'est une affaire de société. En tout cas, c'est pas que une affaire de femmes. C'est encore le cas parce que quand le petit est malade, qui on appelle? Bah, c'est maman. Qui est-ce que l'école appelle? Qui est-ce que la crèche appelle? Voilà, donc c'est vraiment souvent sur la femme que reposent les épaules de la femme que repose l'éducation des enfants et le soin porté aux enfants. Et ça doit vraiment changer. Et je pense que c'est une affaire de société, puisque dans les pays scandinaves, on a une répartition beaucoup plus égalitaire entre l'homme et la femme dans la prise en charge des enfants, notamment dès le congé, on va dire de naissance, puisque c'est paternité-maternité, où dans certains pays, il y a 1 an pour la femme, 1 an pour l'homme à la naissance d'un enfant, et à se répartir comme ils veulent en fait, hein. Donc c'est assez intéressant. Je pense qu'ici, on peut encore faire de gros efforts pour amener vers une égalité dans ce point de vue-là. Au niveau des enfants, c'est une vraiment bonne question. À quel point les enfants sont une affaire de société? Ah, je pense pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise réponse à ça. De mon côté, je suis le genre de personne qui est toujours très dans la balance. D'ailleurs, c'est mon signe astrologique.
j'ai de la difficulté à être très polarisée d'un côté ou de l'autre. Je pense que il y a une partie des enfants qui sont une affaire de société, il y a une partie qui sont une affaire très personnelle au sein de la famille, au sein de... Je pense qu'en tant qu'humain, en tant que citoyen, citoyenne, on a une responsabilité envers la société, mais envers nos enfants aussi, de bien s'éduquer et de bien les éduquer, de travailler sur soi, sur nous, pour être en mesure de les aider, de les guider à devenir une bonne citoyenne, une bonne personne en soi, plus que citoyenne, là, je suis pas... je suis pas une personne très... J'aime la société, mais en tout cas, disons que c'est ça. Je pense que quand on est un gros groupe, c'est facile. Ben, pas je crois, ça a été prouvé scientifiquement. Le QI descend dès qu'on est comme beaucoup de personnes en même temps, mais en même temps, avoir un cerveau collectif là, peut être une très bonne chose. Peut apporter vraiment des idées très créatives. Mais tout ça pour dire que je pense qu'en quelque part, c'est vraiment notre responsabilité en tant qu'humain, en tant que parents, de s'éduquer nous et d'apprendre comment être un bon humain pour être capable de transmettre ça à nos enfants, pour être capable de les aider, de les guider quand eux vivent des situations problématiques ou quand eux veulent s'émanciper et devenir indépendants et aller chercher, vivre leur vie, là, finalement. Puis je pense que c'est aussi une affaire très personnelle dans le sens que ce que mes voisins, la façon que mes voisins éduquent ses enfants, ça le regarde, versus mes principes et mes valeurs à moi, comment est-ce que moi je veux éduquer ma fille. Ça me regarde aussi. Donc, je pense que c'est vraiment de réussir à faire la part des choses, d'être capable de maximiser l'impact positif qu'on va avoir sur nos enfants et les aider à avoir une ouverture d'esprit qui va leur permettre de pouvoir devenir des humains kind, gentils, bienveillants, des humains bienveillants, des humains qui vont être capables d'aller chercher aussi, d'être indépendants, autonomes, d'aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher, de ne pas attendre après les autres, d'être capable de prendre responsabilité aussi de leur vie, de ne pas mettre la faute toujours sur les autres, mais bien de le prendre sur soi, de dire comme je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable de ma vie et de comment je réagis à ce que la vie m'envoie également. Donc, puis en même temps, mais quand on se retrouve dans un univers social, ben, c'est de ne pas être trop centré sur soi-même non plus, de faire attention aux émotions des autres, de réaliser qu'elles ne nous appartiennent pas. Par contre, on peut quand même être bienveillant et avoir de la compassion pour les gens autour de nous. Donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment là, il y a une partie de société, mais il y a aussi une partie très personnelle. La question de savoir si c'est une affaire de société. Alors c'est intéressant cette question parce que pendant très très longtemps, moi je voulais pas d'enfants. D'ailleurs je pensais que je vivrais sans enfants, que je vieillirais sans enfants, et c'était pas un problème. Et j'ai eu des enfants, donc voilà, et puis je suis ravie d'en avoir eu. Parce que voilà, je pense qu'il y a des choses que j'aurais pas pu vivre de la même manière, j'aurais pas su remarquer, hein, c'est pas si c'est très grave. Mais on me posait la question de savoir si c'est une affaire de société. Bien sûr que c'est une affaire de société. Les enfants, tous les enfants sont les enfants, enfin mes enfants sont les enfants des autres, de la même manière que les enfants des autres sont un peu mes enfants. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui composent la société et qu'on a un devoir en tant qu'adultes de les accompagner, de les aider à se construire pour qu'ils deviennent les adultes de demain, qui soient autonomes, qui aient une bonne estime d'eux-mêmes, qui aient une confiance en eux, etc. C'est important, parce que c'est eux qui feront la société, qui vont commencer à la faire dès qu'ils vont être un peu plus âgés. Et donc, on est tous concernés par ça, parce que si on investit du temps, de l'énergie pour l'éducation des enfants au sens large, hein, parce que quand je parle d'éducation, ce n'est pas qu'au niveau parents-enfants, l'éducation c'est aussi au niveau de l'école, c'est tout, enfin chaque fois que les enfants rencontrent des adultes, c'est une affaire qui nous concerne tous, qu'on en ait des enfants, qu'on n'en ait pas au demeurant. Du moment qu'on les côtoie, c'est notre responsabilité en tout cas, et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à évoluer, à s'éveiller
Et surtout, moi je trouve c'est important, qu'ils trouvent leur place. Leur place, c'est-à-dire qu'ils sachent qui ils sont vraiment et pourquoi ils sont là. Peut-être que leur mission de vie, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, les aider à s'épanouir par rapport à qui ils sont, sans jamais intervenir auprès d'eux. Nous sommes juste des soutiens, des supports sur lesquels ils peuvent s'appuyer, et puis en fonction de l'âge, évidemment, pour les sécuriser. Mais voilà, je trouve que c'est important, et on est tous concernés par cette histoire-là, encore une fois, parce que si notre société va mal, alors je ne dis pas que c'est lié qu'à ça, hein, mais n'empêche que on voit bien que les adultes que nous sommes, on est quand même très nombreux à avoir de l'anxiété, du stress, etc. Peut-être pas être aussi avoir confiance en nous, etc. Et c'est peut-être ça qui crée aussi une société insécure, une société violente. Donc oui, c'est une affaire qui nous concerne vraiment tous.